va se retrouver vendredi pour la compétition de danse sur glace, cette fois avec Gwendal Pesra et Marina Anissina. Passez une bonne fin de soirée sur TF1 et à vendredi. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Faut pas dormir ici. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu au signalement du type qu'on recherche, là? Turpin? Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est pas lui. Il travaille à la mairie. Il s'appelle Jacques Riva. Antidaté, post-daté, un mariage, un décès. Ça peut faire une grosse différence. Puis on peut aussi faciliter les mariages blancs. Tout ça, ça se paie. Hélène Riva vient d'avouer le meurtre. Hélène n'y est pour rien. C'est moi qui ai tué Riva. C'est moi qui ai tué Riva. Julie Lescaut, dans l'embarras du choix, jeudi à 20h50 sur TF1. Bonsoir à tous. Les appareils de l'OTAN, dont les Mirage français, ont regagné leur base ce soir. Plus de 70 avions avaient décollé de la base militaire d'Aviano, au nord de l'Italie. Mais les opérations ne semblent pas terminées, puisque de nouvelles explosions ont retenti à Pristina tout à l'heure, le chef-lieu du Kosovo. C'est en tout cas vers 20h que les forces de l'OTAN sont entrées en action contre la Yougoslavie, qui a décrété l'état de guerre. L'opération a débuté par des bombardements contre la défense antiaérienne serbe, par des missiles de croisière à longue portée. Par ailleurs, l'OTAN a démenti la perte de tout appareil, comme l'avait annoncé dans un premier temps Belgrade. Le Pentagone annonce en revanche qu'au moins un MiG des forces yougoslaves a été abattu dans les combats aériens. L'agence yougoslave Tanjung fait état de morts et de blessés, précisant que les victimes civiles sont des réfugiés qui se trouvaient dans des casernes touchées par les raids de l'OTAN. 7 villes ont été visées au cours de la soirée, indiquent encore les Yougoslaves, alors que selon Londres, l'OTAN va poursuivre ses frappes. Caroline Gauthier. Belgrade et sa périphérie ont proie aux flammes, le résultat des premières frappes de l'OTAN. Les missiles de croisière auraient notamment atteint une usine aéronautique, un système de radar dans un quartier de la capitale. 3 autres localités à proximité de Belgrade ont aussi été la cible de nombreuses frappes. Au nord de la ville, c'est l'aéroport qui a été bombardé. Une grande partie des avions à l'origine des frappes ont décollé en fin d'après-midi de la base américaine d'Aviano en Italie, plus de 70 appareils au total. Entre autres, des B-52 avec à leur bord les missiles de croisière Tomahawk, mais aussi des Mirages français partis eux de la base d'Istrina. Cette première phase des opérations n'a pas seulement concerné Belgrade, Pristina a aussi été touchée par de violentes explosions. Immédiatement, la ville s'est retrouvée plongée dans l'obscurité. À Novi Sad, à 70 km au nord de Belgrade, des déflagrations ont encore été entendues, de même qu'à Podgorica, près du principal aéroport de la République yougoslave du Monténégro. L'armée yougoslave fait état de plusieurs victimes, notamment parmi les familles de militaires. D'après le Pentagone, au moins un appareil yougoslave, un MiG, aurait été abattu au cours de combats aériens. Une première fois, l'OTAN avait aussi annoncé qu'un avion allié avait été abattu au nord du Kosovo. L'information avait peu après été démentie, un général américain affirmant qu'aucune perte n'est enregistrée du côté des Alliés pour l'instant. Peu après 21h, les appareils ont regagné leur base. Tous les avions de combat français sont rentrés, a précisé l'état-major des armées, et leurs objectifs ont tous été atteints. Et apparemment, les opérations sont terminées pour ce soir, puisqu'on apprend de la part du ministre allemand de la Défense, Rudolf Scharping, que toutes les opérations de l'OTAN prévues pour mercredi contre la Yougoslavie ont maintenant été effectuées et que l'Alliance décidera jeudi, c'est-à-dire nous sommes déjà jeudi, de la suite à donner. Il a indiqué que les appareils de l'OTAN avaient également abattu des avions des forces yougoslaves. Autre image, apparemment les représailles serbes ont déjà commencé. Sur ces images prises à la frontière entre la Macédoine et le Kosovo, on voit des gerbes de flammes qui apparemment seraient des tirs serbes lancés contre des positions albanaises. C'est à cette frontière macédonienne que sont également positionnées des troupes terrestres de l'OTAN, comme vous le voyez sur ces images, avec ces troupes italiennes. L'OTAN, en effet, dispose de 10 000 hommes sur place dans l'éventualité de l'envoi d'une force de maintien de la paix au Kosovo.
Des explosions ont donc été entendues en début de soirée autour de Belgrade. Des cibles ont été touchées dans les environs de la capitale yougoslave. Et ce soir, une deuxième alerte aérienne avait retenti dans la capitale, Belgrade, où la police serbe a arrêté ce soir des cadreurs qui tentaient de filmer les frappes de l'OTAN depuis le toit d'un hôtel de la ville. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence à New York à la demande de la Russie. Le secrétaire général Kofi Annan a justifié le recours à la force tout en réclamant une implication du Conseil de sécurité, puisque je vous le rappelle, cette attaque ne s'appuie sur aucune résolution de l'ONU. Le Conseil doit se réunir également tard dans la nuit pour débattre de ces bombardements. C'est le secrétaire général de l'OTAN, l'Espagnol Javier Solana, qui avait annoncé le début des bombardements peu après 20 heures depuis Bruxelles, indiquant que la responsabilité de ces frappes revenait entièrement au président yougoslave Slobodan Milosevic. Même tonalité ensuite dans les propos de Bill Clinton, de Jacques Chirac, de Tony Blair ou encore de Gerhard Schröder, qui ont tous fait porter à Milosevic la responsabilité de ces raids. Mais la réaction la plus dure est venue bien sûr de Moscou, allié traditionnel des Serbes, Marc Verdugo. J'ai été informé par le chef d'état-major de l'OTAN qu'actuellement, nous avions commencé à bombarder des cibles en territoire Yougoslavie. L'annonce est faite un peu après 20 heures. Tous les dirigeants de la planète ont bien sûr été mis au courant auparavant. À Berlin, Londres, Paris ou Washington, les voix se font entendre à l'unisson. Déclaration solennelle pour justifier l'intervention militaire auprès de chaque opinion publique. À la fin du XXe siècle, après 2 guerres mondiales et une guerre froide, nous et nos alliés avons l'opportunité de laisser à nos enfants une Europe libre où règne la paix et la stabilité. Mais pour cela, nous devons agir maintenant, parce que si les Balkans redeviennent un endroit où il y a des massacres brutaux et des exodes de réfugiés, nous n'atteindrons jamais ce but. Depuis trop longtemps, les autorités serbes ont un comportement inacceptable à l'égard des Albanais du Kosovo qui représentent, je le rappelle, 90% de la population de cette province. Les cohortes de réfugiés, la destruction des villages, les assassinats, les massacres en portent témoignage. Et c'est intolérable. À New York, au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, justifie aussi les frappes, tout en regrettant de ne pas avoir été mis au courant. Ceci est pourtant spécifié dans le traité de l'OTAN. Le Conseil de sécurité doit être impliqué dans toute décision de recours à la force. Pour dire non au plan de paix imposé par la communauté internationale, le président serbe Slobodan Milosevic avait choisi quelques heures plus tôt le même mode de communication. Pour exhorter l'OTAN à ne pas frapper à cause des risques de guerre dans toute l'Europe, Boris Eltsine, le président russe, faisait de même. La Russie, qui, je vous le disais, réclame devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'arrêt immédiat des frappes de l'OTAN, et Boris Yeltsin a décidé de suspendre la coopération russe avec l'Alliance Atlantique, et la Russie se réserve le droit de prendre des mesures militaires, a déclaré le président russe. À Moscou, Françoise Morel. Boris Yeltsin, quelques minutes après les frappes de l'OTAN, s'est dit profondément indigné par ces bombardements contre ce qu'il nomme un État souverain. Plus tard, dans la soirée, dans un communiqué, le chef du Kremlin a précisé que la Russie se réservait le droit de prendre des mesures adéquates, y compris militaires, pour assurer sa sécurité et celle de l'Europe en cas d'extension du conflit. Les relations avec l'OTAN sont ce soir gelées. Le représentant russe auprès de l'Alliance Atlantique a été rappelé, la structure russe auprès de l'OTAN est supprimée. Moscou hausse le ton. Dans un discours télévisé, 2 heures avant les frappes, Boris Yeltsin avait mis en garde le monde entier contre les risques d'escalade et d'extension du conflit à l'Europe. Le discours de Boris Yeltsin trouve un large écho au sein de la population russe et de l'ensemble de la classe politique, l'opposition communiste comprise. Mais la Russie peut-elle aujourd'hui aller au-delà de ses intentions militaires affichées? Là est la question. Le président de la Douma envisage l'envoi d'armes à la Serbie. Le gouverneur de Mourmansk a proposé ce soir que la flotte nucléaire du Nord rappelle sa présence dissuasive. Les pays voisins, comme l'Ukraine et la Bélorusse, ont l'intention de renoncer à leur statut de non-nucléaire, décision qui permettrait à la Russie d'y installer ses missiles stratégiques. Toutes ces menaces ne sont pour l'heure que verbales, aucune décision concrète n'a été prise. Boris Yeltsin doit de nouveau s'exprimer sur ce sujet dès demain.
En tout cas, les bombardements devraient durer le temps nécessaire à la neutralisation des défenses antiaériennes, un jour ou deux. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Élément de réponse avec vous, Vincent Herbouët. Bien, la réponse appartient à Milošević. Soit il cède et se résigne au plan de paix de Rambouillet. L'OTAN alors replie son armada et se prépare à déployer des troupes au sol au Kosovo, dans une province bientôt autonome. Soit Milošević s'obstine et alors les chasseurs bombardiers s'attaqueront à l'armée yougoslave, lui infligeant des pertes de plus en plus lourdes. Voilà le schéma général des opérations. Le problème, c'est le risque d'escalade et de dérapage. C'est que les Serbes fassent payer aux Albanais du Kosovo le prix du sang versé, des représailles qui entraîneraient automatiquement des frappes plus violentes encore de l'OTAN, avec la menace d'une contagion de proche en proche. La Bosnie, l'Albanie, la Macédoine pourraient par exemple glisser dans la guerre. Seul Milošević peut empêcher ce scénario suicidaire. Jusqu'où est-il prêt à aller? C'est la question qui taraude les experts. C'est la faiblesse de la stratégie de l'OTAN. Un sénateur américain a bien résumé la situation en disant « on bombarde et en même temps on croise les doigts ». Merci beaucoup Vincent. J'ajoute pour être tout à fait complet que les Serbes de France annoncent leur intention de manifester demain à Paris à la mi-journée devant le Quai d'Orsay pour protester contre ces attaques. Mais la manifestation a aussitôt été interdite ce soir par la préfecture de police parisienne. Le reste de l'actualité avec vous, Catherine. Et cette catastrophe sans précédent dans le tunnel du Mont Blanc, côté français et italien, un gigantesque incendie a fait, selon un dernier bilan, 4 morts et 27 blessés. Un pompier français et 3 usagers du tunnel sont décédés. C'est un camion qui a pris feu en plein milieu du tunnel en fin de matinée pour une raison encore indéterminée. Les pompiers luttaient toujours ce soir contre le sinistre dans une chaleur de fournaise. Denis Sébastien. Heures après le début de l'incendie, d'épaisses fumées se dégagent encore des bouches d'aération du tunnel du Mont Blanc. À l'intérieur, le poids lourd transportant de la farine et de la margarine se consume toujours. Il était environ 11 heures ce matin lorsque l'accident s'est produit. Les secours rapidement engagés à l'intérieur du tunnel se sont retrouvés piégés par des émanations toxiques. Ils ont dû rester plusieurs heures isolés et malheureusement un sapeur-pompier a fait l'objet d'un arrêt cardiaque. 2 autres pompiers ont été sérieusement intoxiqués, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le plan rouge, mobilisant l'ensemble des secours du département, a été déclenché. Ce soir, une incertitude demeure. Si la plupart des usagers ont pu sortir du tunnel au moment de l'accident, la zone entourant le poids lourd en feu n'a toujours pas pu être inspectée. C'est la première fois qu'un événement d'une telle ampleur se produit dans le tunnel du Mont Blanc. Lionel Jospin s'associe ce soir à la douleur des victimes et le Premier ministre rend hommage au courage des sapeurs-pompiers. À l'étranger, par 6 voix contre 1, les magistrats de la Chambre des Lords britannique ont jugé légale l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres. L'ancien dictateur chilien pourrait donc être poursuivi et éventuellement extradé vers l'Espagne. Les Lords ont toutefois décidé que Pinochet ne serait redevable que d'une fraction de ses crimes commis, ce qui remonte aux 2 dernières années de sa dictature, entre 88 et 90. Guillaume Deblé. Le secrétaire d'État lo quería así. Au centre des familles de disparus à Santiago du Chili, la décision des Lords vient d'être annoncée. Tout le monde laisse éclater sa joie, l'ancien dictateur n'a pas l'immunité qu'il réclamait. Il peut donc être extradé vers l'Espagne. Ce qui est important avec la décision d'aujourd'hui, c'est que désormais, personne ne peut être autorisé à tuer, à être au-dessus de la loi. C'est à une très forte majorité que les juges britanniques ont rendu leur verdict en début d'après-midi. À la Chambre des Lords, ils se sont levés un par un pour annoncer leur conclusion. Les Lords, par une majorité de 6 contre 1, la Cour estime que bien que le sénateur Pinochet ait droit à l'immunité concernant les accusations de meurtre, il n'a pas droit à l'immunité concernant toutes les autres accusations. Les Lords juges ont cependant réduit les charges retenues contre l'ancien dictateur. Ce dernier ne pourra être poursuivi que pour les crimes commis pendant ses 2 dernières années au pouvoir, à partir de 1988. C'est en effet de cette année que date l'adoption par la Grande-Bretagne de la Convention internationale contre la torture. Entre 1988 et 1990, Augusto Pinochet est accusé de 44 cas d'assassinat, de torture et de disparition. Les 15 réunis à Berlin ont choisi l'Italien Romano Prodi pour présider la Commission européenne. L'ancien président du Conseil italien de centre-gauche était le seul candidat à ce poste. Le Parlement européen doit maintenant confirmer sa désignation, probablement lors de sa session à la mi-avril. Sébastien Borgna. Cette nomination sonne comme une consécration pour Romano Prodi.
À 59 ans, cet Européen convaincu, au style débonnaire et tranquille, accède à la tête de la Commission. L'ancien Premier ministre italien a fait l'unanimité parmi les 15. Son expérience du pouvoir, ses qualités d'indépendance et d'honnêteté ont beaucoup pesé. C'est une grande responsabilité, une très grande responsabilité. Ma première réaction a été de penser à tous les grands défis que nous avons à relever. Et c'est aussi une grande satisfaction pour mon pays. Ce choix à l'unanimité est un grand signe de confiance pour moi, mais aussi pour l'Italie. Le Parlement européen va devoir maintenant confirmer cette désignation. Romano Prodi constituera ensuite son équipe en coopération avec les gouvernements des 15. Premier défi pour la nouvelle commission, redorer le blason d'une institution entachée par la fraude. Cette catastrophe ferroviaire au Kenya, le train qui reliait Nairobi à Mombasa a déraillé la nuit dernière. Il y a au moins 32 morts, dont une Française et une centaine de blessés. Une vingtaine de ces blessés sont d'ailleurs dans un état critique. 80 Français se trouvaient à bord de ce train très touristique. Alice Pétillon. Peu avant 4h30 du matin, heure locale, le train Nairobi-Mombasa s'emballe près du parc national de Tsavo, au sud-est du Kenya. À son bord, plus de 500 passagers, parmi lesquels 90 Français. Il s'est mis à s'emballer complètement. Il s'est vraiment emballé, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est les freins? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Après une course folle, le train déraille et les wagons s'enchevêtrent. Dans la panique, les passagers indemnes essaient de secourir les blessés et d'évacuer les morts. Puis c'est l'attente très longue des secours. On a mis 4 heures à dégager un de nos amis et les secours sont arrivés à 5 heures. 5 heures après seulement. Sur les lieux, il ne reste que voitures défoncées, tôles tordues, les biens des passagers éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Et sur les bords de la voie, les morts recouverts de draps blancs. La plupart étaient dans l'un des wagons surchargés de 3e classe, renversés sous le choc. Les raisons du drame sont encore inconnues. Tous les rescapés ont été évacués dans l'après-midi. Les blessés légers ont été conduits à l'hôpital de Voi, à une vingtaine de kilomètres de là. Les cas graves ainsi que les touristes ont été transportés à Nairobi. Les banques françaises font un geste envers la communauté juive. Elles annoncent leur intention de restituer l'intégralité des biens et avoirs en déshérence qui ont appartenu aux victimes de la Shoah, quelle que soit leur nationalité. Et puis pour terminer, toute autre chose avec cette alerte à la listériose, le gouvernement a appelé à ne pas consommer de camembert au lait cru commercialisé sous la marque Le Petit, dont la date de préemption est le 28 mars. Des contrôles ont en effet mis en évidence des bactéries de listeria et aussi des salmonelles. Les camemberts Le Petit. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La Villa Leora a été imaginée par mon père comme un pur manifeste art déco et en même temps comme une maison de famille. Elle est conçue autour d'un patio intérieur et il reflète, on peut dire, toutes les saisons. La lumière y change sans cesse. Le vitrail reflète véritablement toutes les couleurs du Pays Basque. On retrouve entre la salle de bain et d'ailleurs la chambre les mêmes couleurs qui chantent dans le patio. Le nom de Leora signifie la terre ferme, le port, l'abri. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. La météo, l'eau, la terre, le feu, l'air avec le groupe CIC. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, le printemps va se montrer un peu cruel pour la fin de la semaine. Après cette journée magnifique, ça va petit à petit se dégrader. Et pour cause, voici ce qui va nous arriver. Et une perturbation en provenance de l'Espagne qui va surtout demain intéresser le sud-est. Et de deux, une perturbation en provenance de l'Atlantique qui devrait être un peu moins virulente que la précédente. Parce que celle qui intéressera le sud-est apportera des pluies fortes des côtes méditerranéennes jusqu'au Massif central, des pluies soutenues surtout sur les Cévennes où les cumuls risquent d'être importants. Vous le voyez que cette perturbation est accompagnée de vents forts jusqu'à 100 km à l'heure par rafale. Dans l'après-midi, le vent de sud se levera dans le couloir rhodanien avec un petit peu de neige sur les Alpes du Sud à partir de 1800 mètres. A priori, la
Corse devrait rester à l'abri des intempéries. Ceci étant, vous aurez beaucoup de nuages. Et puis voici l'autre perturbation qui va arriver avec des pluies faibles, précédées d'un ciel de plus en plus chargé et déjà de quelques averses. Simplement un voile nuageux sur le nord et le nord-est. Les températures vont baisser dans l'après-midi sur la moitié sud. Il faut dire qu'elles étaient très douces aujourd'hui et bien au-dessus des normes de saison. On ira quand même jusqu'à 20 degrés pour Grenoble, de 16 à 18 sur le sud-ouest. Sur la moitié nord, elles seront stationnaires. 12 degrés sera le minimum pour Brest, 16 à Paris, 13 à Cherbourg et 17 sur la Lorraine et sur l'Alsace. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve tout à l'heure. Bonsoir. Avec le CIC Paris, groupe CIC.